Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vendredi, donc cette fois, première émission, donc spécial expert, donc pour les jeunes et tous, alors, là, les expérimentés, donc ceux qui ne le sont pas, évidemment évitez de regarder ce genre de trucs. Je fais ces avertissements, mais je les ferai plus après, hein, libre à vous. Donc pour l'instant, j'ai opté pour, je garde en gros entre guillemets donc les templates habituels là, c'est-à-dire pour les miniatures YouTube. Donc vous les aurez en bleu, ce sont les émissions donc pédagogique, mais par niveau de difficulté. Moi, en gros, je considère ça un peu comme des travaux pratiques. C'est de dire, bah, vous apprenez une stratégie, et puis vous apprenez à la perfectionner, et vous apprenez à la personnaliser. Donc différentes étapes, mais bref, en gros, c'est du TP, quoi. On va essayer de concentrer sur la pratique. C'est-à-dire, je me servirai de cas pratiques pour illustrer des thématiques qui vous sont propres à vos niveaux de progression, pour éviter donc de mélanger tout le bordel, tout ça, tout ça. J'ai regardé du coup les premiers retours hier, donc vous avez l'air tous plus ou moins satisfaits, surtout plus, donc c'est très bien, on va rester sur cette règle-là. On fera le bilan, comme j'avais dit, dans un mois, parce que bah, il faut quand même le temps de voir un peu si ça produit des effets positifs ou non. J'ai vu aussi pas mal de gens qui posent des questions sur les commentaires. Alors, vous êtes peut-être pas au courant, je regarde pas les questions des vidéos YouTube. Donc en fait, si vous posez vos questions sur les vidéos YouTube, vous n'y trouverez pas de réponse. La raison, elle est simple, hein. C'était il y a 2-3 mois un truc comme ça, j'ai commencé à me faire troller par 2-3 gros glands, alors qu'avant je regardais les questions sur les vidéos de temps en temps. Euh, Aujourd'hui, je le fais plus, voilà, tout simplement parce que c'est un concentré d'énergie négative qui sert à rien. Voilà, il suffit que je tombe sur 2-3 gros glands un jour où je suis mal luné, des gens qui ont la critique débile, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, bref, ça m'énerve, donc en fait, c'est pas productif. Donc je regarde pas du tout les trucs sur YouTube. Le principe, c'est que par contre, dans Discord, tout ce que vous mettez est vu et regardé, et surtout ceux qui disent des conneries se font bannir très vite. Du coup, ça me pollue pas les cerveaux, donc c'est très bien. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, des bidules, évitez dans ce cas-là les commentaires. Évitez ça parce qu'ils seront probablement pas vus, ou alors il faut que des modérateurs voient et me les remettent derrière. Le mieux, c'est que vous alliez les poster dans Discord. Et le plus simple. En tout cas, là au moins, vous êtes sûr que ce sera vu et tout ça. Bref, donc j'ai vu 2-3 petites suggestions par rapport. Il y en a une là du coup que j'ai vue, je vais y répondre parce que je trouve la question intelligente et que bah là effectivement tu as de la chance parce que je vous ai demandé des retours sur la vidéo d'hier. Du coup là j'ai regardé les commentaires, mais je le ferai pas à partir de maintenant. Et du coup c'était une suggestion pour dire bah dans ce cas-là pourquoi tu mets pas des alertes quand on atteint des bornes de volatilité alors qu'on est sur les canaux de contexte. Et ben tout simplement parce qu'il y a déjà énormément d'informations qui arrivent de l'indicateur. C'est-à-dire que si je vous fais quand même la somme de trucs, vous avez donc le canal extrême, sa borne haute, sa borne basse, le canal de contexte, sa borne haute, sa borne basse, avec chacun évidemment donc deux bornes en plus, donc ça fait quasiment quatre informations. Vous avez le canal de tendance, sa borne haute, sa borne basse, la médiane du canal de contexte, la médiane du canal de tendance, la moyenne mobile, d'accord, ça fait du monde, ça fait du monde. En plus, on rajoute donc toutes les patterns de break. Là, en gros, rien qu'à la lecture instantanée, entre guillemets, tu as quasiment 10 informations que tu peux réunir. En plus de ça, tu peux avoir les alertes de contexte. Ok, donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors, toutes ces choses sont nécessaires. Encore une fois, la gestion du risque, c'est jamais blanc-noir. Donc, c'est grâce à ces 10 informations que vous pouvez nuancer les couleurs. Mais en rajouter encore et encore et encore, ça me semble pas intelligent comme choix technique. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est en fonction d'un contexte de marché. Quand vous voyez que vos contextes ne réagissent pas normalement, c'est là où vous pouvez vous dire ça peut être intéressant d'aller regarder comment se comporte la volatilité. Alors, on va travailler cette thématique-là aujourd'hui, je pense, parce que c'est une thématique importante et surtout pour les expérimenter, on est en plein dedans. Donc comment on switch entre ces trucs-là et surtout quels sont les patterns qui vous permettent de dire la volatilité ici est plus exploitable que les canaux de tendance. Donc ça c'est spécifique aux expérimentés. Pour les autres, encore une fois, je rappelle, normalement vous devez avoir recours aux bandes de Bollinger et au contexte volatile que lorsque le marché est influencé par des news ou des trucs comme ça. Donc par exemple, voilà, WTI, clairement, il fallait switcher en volatilité. Bon, Wall Street, malheureusement, il aurait fallu le savoir avant, mais théoriquement, on aurait mieux fait d'utiliser la volatilité sur les UT hebdo, enfin sur les UT daily et 4 heures, puisque au final, c'était un gros joujou de la Maison Blanche qui s'est amusé à le faire bouger. Mais ça, c'était très difficile, encore une fois, de l'anticiper. Donc,
Wall Street d'ailleurs, j'ai vu une question. Non, toujours. Moi, j'ai pas de nouvelles ventes à Wall Street. J'ai toujours les mêmes. Hein. Tant qu'on fait pas les sommets historiques à Wall Street, je suis vendeur. Hein. Est-ce qu'on va les faire aujourd'hui, demain? J'en sais rien. Est-ce qu'on les fera peut-être jamais? C'est tout à fait possible. Il y a plein de gens qui pensent que de toute façon, bah, comme on est à 0,30% du sommet, on va forcément le faire, une petite news, un petit machin. Et si on le faisait pas, voilà, tout simplement, je vous le dis juste comme ça. Hein. Moi, de toute façon, je n'invalide Wall Street que si on fait 2 clôtures daily au-dessus du sommet historique. C'est-à-dire une première clôture qui tient en clôture historique, ça très probablement ça va se faire, mais il faut que la deuxième arrive à valider, c'est-à-dire à ne pas revenir clôturer sous le sommet historique derrière, ou ne pas laisser une grosse mèche haute ou un truc comme ça. Je veux un débordement du sommet historique confirmé et je déclencherai les stops. Donc oui, je risque de prendre une petite perte, mais encore une fois, j'ai pris des gains sur les supports avant. Donc la perte sera largement compensée par les gains que j'ai pris sur le support. Ok ? Pas de stop loss au marché, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Mais l'invalidation se fait en débordement du sommet historique confirmé et je laisserai évidemment tomber Wall Street. Mais ça, je pense que c'était clair, donc j'ai pas besoin. Enfin voilà, des fois, c'est pas parce que je veux me garder sous silence, c'est simplement que pour moi, quand il y a rien à dire, il y a rien à dire. Là, il n'y a plus qu'à attendre en fait que le marché prenne sa décision. Voilà. Donc là, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse le plus et là où je vais probablement agir dans les prochaines heures, c'est des trades en renfort sur l'euro-dollar et probablement donc baissier sur le dollar index. C'est ce qui me semble être le trade à faire dans les prochaines heures, puisque là on voit clairement que le range commence à s'orienter à la vente. Donc normalement on va aller casser les plus bas sur des XY, les plus hauts sur euro-dollar. Mais vous voyez qu'il n'y a pas encore de phase d'accumulation ici. Donc très probablement, le schéma que vous avez à suivre dans ce genre de truc, c'est la construction de l'accumulation. Donc vous vous dites, avant d'accumuler, on va d'abord aller taper le contexte, chercher les limites. D'accord ? En tout cas, taper le contexte et normalement casser le plus bas. On voit bien la forme de l'accumulation, elle va probablement se faire comme ça. Donc là, à mon avis, on va former un biseau. Donc ce qui est intéressant, c'est dans ce truc-là, d'essayer aujourd'hui de choper, bam, en intraday. Là, c'est en horaire, donc je parle d'aller prendre un petit trade. Là, en cassure baissière en 15 minutes, attendre sagement le pullback. Et moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vendre le breakout ici, récupérer le gain et réinvestir le trade ici pour payer le stop. C'est-à-dire re-rentrer à la vente ici et récupérer les gains à la vente pour financer le stop ici. Théoriquement, si on est bien dans un range qui est mature, et il est bien mature, et qui va se diriger vers une sortie baissière, normalement, je peux me protéger dans le contexte résistant. Rappelez-vous, le moment où on accumule, c'est le moment où on n'arrive plus à venir chercher le contexte de borne opposée. Donc là, si on vient charger la mule sur le contexte de support, c'est cool, parce que normalement, on va accumuler un peu comme ça. Voilà, faire un peu l'accumulation de notre biseau, et j'espère sa sortie baissière. Il faudra un catalyseur, mais bon, pour moi, le fait que la Fed ait agi, et la Fed ait parlé du fait d'augmenter sa taille de balance, sa taille de bilan, normalement, je vois pas comment ça peut être aussi $, mais bon, on pourrait être surpris, mais normalement, ça c'est l'élément déclencheur. Voilà. L'élément qui normalement change la direction globale de l'euro-dollar et pas que pour une semaine. Voilà. Je pense qu'on est parti pour 2-3 trimestres de baisse sur le dollar et que ça va partir gentil. Hein. C'est comme je vous l'avais dit, c'est une tendance qui au début va avoir du mal, mais une fois qu'elle s'installe, personne ne se mettra en face. Comme je vous dis, le dollar va probablement perdre beaucoup de valeur. Le FMI avait déjà pricé entre 6 et 12% de survaluation. Donc, moi, je pense que c'est plutôt entre 10 et 15. Et que du coup, eh bien, mécaniquement, ça va se mettre en place. Même si on a un QE en zone euro, même si ceci, cela, la masse monétaire en dollars a beaucoup plus à perdre que la masse monétaire en euros. Bref. L'USD-Yen également sera probablement un des meilleurs véhicules pour cette stratégie-là. Je pense que l'USD-Yen il joue, mais ils vont pas du tout le franchir, pas du tout franchir cette résistance-là. Donc même chose, pour moi toujours des flux baissiers et dollar-yen c'est probablement le truc des prochains jours. Le gros avalement baissier hier. Je pense que très sincèrement dans ce genre de truc, rappelez-vous comment on fait. Normalement ça bloque. Ça c'est les petites astuces que je donne. Surtout aux intermédiaires, mais vous, normalement, vous les connaissez. Vous savez en général qu'on ne vend pas juste le signal. En gros, là, le principe, c'est d'essayer d'attendre les petits rebonds et d'essayer de bloquer les prix soit là, soit là. Voilà. Et de dire vos zones d'intervention sur l'USD-Yen, c'est proche de ça sur les UT inférieures. Ça, c'est des signaux daily sur le canal de tendance. D'accord ? Donc, ça montre qu'on est toujours en tendance baissière déjà. Et puis, normalement, ici, on va essayer de les choper en 4 heures horaires. Donc, pensez toujours, quand c'est agressif, on va vérifier sur le time frame inférieur si c'est bien, s'il y a bien les signaux de retournement. Ok, donc là on a bien l'ETP, ok, on voit bien que les boules se font la malle sous la résistance, ça tente de pousser en divergence, ça passe pas, elle n'a pas été détectée, mais là il y a une belle divergence, donc on va attendre de voir s'il y a bien le triangle qui se met.
si l'indic veut bien se mettre en place. On va pas se plaindre. Pour l'instant, ça marche toujours. Je suis surpris qu'il m'ait toujours paniqué parce que... Voilà, ok, donc on est bien, ça tente l'excès, on voit bien, on est dans une tendance baissière, on essaie de dérouiller les contextes, forcément ça passe pas. Le seul moment où on essaye de dérouiller le contexte derrière, ça passe pas. Donc là c'est parfait, c'est un peu risqué, on est bien d'accord, vous savez que les contextes disjoints c'est pas les meilleures solutions, la divergence c'est pas non plus le signal du siècle, mais je pense que l'USD-Yen on peut y aller. On garde un stop tranquille, je pense au-dessus de la résistance précédente, normalement en tendance baissière on ne devrait pas aller revenir chercher ce truc là. Donc tranquillou, vos validations, c'est déjà fait, mais bon, c'est pas non plus... là, la taille du canal de tendance n'est pas super excitante. Moi, je dirais décaler. Vous faites validation, confirmation. D'accord ? Normalement, la validation, c'est là, la confirmation, c'est là. Là, vous faites l'inverse. Vous faites validation et confirmation au canal de contexte. Autrement dit, ici, on essaie de valider, on essaie de choper un petit rebond pour augmenter l'exposition. Ici, dès que ça casse, d'accord, au moment où ça casse, vous le savez, c'est là où on se dit, ok, c'est bon, ça part bien. Et dès qu'on atteint le contexte, lui, va monter, donc ça va probablement se passer entre les deux. Dès que vous êtes confirmé, vous savez qu'à ce stade-là, vous sortez de la zone spéculative, vous vous foutez ABE et vous commencez à renforcer tous les trades en breakout, puisqu'on est toujours en tendance baissière, normalement, on devrait aller démonter le plus bas annuel. Je vais vite, volontairement, encore une fois. Là, avec vous, je ne perds pas le temps dans les considérations de peut-être ils ne vont pas comprendre. Normalement, vous maîtrisez tout ça. En tout cas, si vous ne maîtrisez pas, apprenez tous ces trucs-là. Là, je vais vite avec vous, les gars. On ne va pas faire semblant. Normalement, vous êtes jaune ou orange. Vous savez de quoi on parle. Donc, efficace. Alors, les contextes volatiles, ce dont je vous parlais avant, comment on va les exploiter ? Alors, il y a une règle très simple dans laquelle c'est... on va retourner, je pense que le WTI, c'est le mieux. Voilà. Donc, quand je disais, ici, vous identifiez bien un range, et puis vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Voilà, on sort un peu du range. Dans ces cas-là, c'est le premier truc où vous switchez en bande de Bollinger. Ce qu'on recherche en Bollinger, c'est une Bollinger qui limite le marché, pas une Bollinger ouverte. Ce que vous cherchez, c'est le time frame sur lequel la Bollinger est en train de se fermer. Et ça, voilà, c'est typiquement le genre de truc que vous recherchez. Okay, la Bollinger ici, elle est en train de se fermer. La volatilité ici, quoi qu'il arrive, elle limite le marché. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas repartir au-dessus, et réécarter la Bollinger. Ça veut juste dire que quoi qu'il arrive, la Bollinger demande un petit peu de temps de travail. Quand elle est fermée, elle ne passe pas de fermée à ouverte immédiatement. Normalement, elle va taper une ou deux fois les bornes avant de se réouvrir. Et c'est ça qui vous donne la gestion du risque. Donc en fait, des Bollinger plates comme ça, c'est naze, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Et entre guillemets, ici, ça ne vous garantit absolument pas qu'on ne va pas continuer. Et quand c'est comme ça, voilà, il y a eu une phase de plat, vous savez qu'ici, il y a un risque considérable d'installer une tendance. Dans ce cas-là, il y a une astuce très claire. Si vous voulez orienter les probabilités de réouverture de la bande de Bollinger quand elle est flat comme ça et qu'elle a déjà bien travaillé, d'accord, c'est-à-dire qu'elle a bien oscillé entre la Bollinger de degré inférieur, d'accord, là on avait bien fait pas mal de ping-pong, donc c'est pas mal. À ce moment-là, ici, on pouvait clairement sortir. Vous voyez que de toute façon, on était polarisé vers le bas et tout ça. Mais bon, évidemment, encore une fois, Wall Street fait tout pour éviter que le pétrole se pète la gueule. Et donc, le principe est regarder la moyenne 50. Quand vous vous mettez en Bollinger, si vous mettez la 20 ici, ça ne sert à rien. Je vous rappelle, la 20, c'est la médiane d'ici. Donc, en fait, vous l'avez là, la moyenne 20. Donc, mettez la 50 période. Et dites-vous que quand elle est orientée à la baisse, d'accord, qu'elle est à l'intérieur des bandes de Bollinger, toujours orientée baissière et que les bandes de Bollinger sont plates, normalement, c'est baissier. Ce qui veut dire que là, franchement, c'est un trade en or à prendre à la vente. C'était un trade cadeau, quoi. Voilà. En objectif volatilité, c'est de dire, là, le marché, il fait tout pour essayer d'être haussier, mais globalement parlant, la tendance reste baissière. On a juste passé un temps à plat et la probabilité de sortie est baissière. On la voit également de toute façon avec les polarisations de l'indicateur. Ça, il vaut mieux le trader à la vente. Je sais qu'il y a eu le truc de l'Arabie Saoudite et tout ça. Au final, c'était peut-être la superbe opportunité pour shorter l'opportunité de l'attaque saoudienne. Voilà. Donc, essayez dans ce cas-là de vous dire, ici, on avait une opportunité très intéressante avec des écarts types géniaux et c'est quand même du 4 heures. Donc c'est dans ces contextes-là qu'il faut que vous appreniez à utiliser les bandes de Bollinger. Quand le marché devient volatile, vous voyez, regardez, je vous apprends. Donc dans ce truc-là, même chose. Rappelez-vous ce qui se passait dans ce machin-là sur le WTI. Même chose ici, je me suis fait arracher la gueule parce que c'est un marché à la con. Ça, ici, moi j'avais cherché des petits achats et le marché zéro pullback, il m'a raclé les stops. Bon, ça arrive, c'est rare, c'est très rare, c'est des occurrences de marché qui sont anormales. Rappelez-vous ce qu'on avait dit aussi, c'est une distorsion de marché, elle sera corrigée. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait derrière ? On a racheté le WTI.
WTI, et évidemment, il a fait les mêmes conneries dans l'autre sens. Mais par contre, j'ai profité de gains ici, j'ai pris des pertes, j'ai pas pu faire autrement. Par contre, les gains ont évidemment dépassé les pertes, c'est tout ce qui compte. Donc le principe est que quand vous avez une anomalie de marché comme ça, vous cherchez un moment où le marché va être bloqué. D'accord? Là, par exemple, vous dites, ok, je cherche une Bollinger qui se ferme. Vous voyez, en gros, on était là, et c'est là où je me suis fait dérouiller les stop-loss. Et en fait, à cette époque-là, si j'avais utilisé la volate, pareil, je me serais dit, ok, c'est même pas la peine, les bandes de Bollinger sont ici en train de commencer à se refermer après une phase d'ouverture. Et comme elle commence à se refermer, on va probablement essayer d'aller taper la Bollinger basse. En plus de ça, les moyennes étaient baissières. Donc, évidemment, ici, j'aurais pu comprendre qu'on continuerait de faire les glands jusqu'à chercher l'écart type qui se ferme. Puisqu'en 4 heures, on était en train de tout arracher. D'accord? Donc, en fait, c'est de dire, quand vous comprenez rien à rien, c'est probablement que le marché va chercher des écarts types. Il va chercher à voir jusqu'où il peut aller. Je ne pourrais pas dire pourquoi ni comment, mais il y a cette fâcheuse tendance à dire quand vous ne pouvez pas borner le marché, il y a une chose qui peut borner, c'est de trouver la première time frame. Vous augmentez en gros, vous allez toujours de plus en plus haut. Là, la Bollinger est ouverte, donc c'est pas là où ça risque de limiter la volatilité. Là, la Bollinger se ferme, ou en tout cas est en phase de fermeture, donc très probablement, c'est ici que ça va se passer. C'est ici qu'on va limiter le marché sur l'écart type. En tout cas, ça ne veut pas dire que le marché va se retourner là. Ça veut juste dire qu'ici, on pourra spéculer. Ok? Donc, ça, c'est la petite thématique. Ça ne marche que sur les marchés débiles. D'accord? Il faut bien comprendre que ça, c'était débile. C'était illogique, c'était totalement anormal, c'était pas du pricing. Mais donc, c'est dans ces cas-là où, entre guillemets, votre analyse technique graphique est en pur échec. À ce moment-là, dézoomez, cherchez la volatilité, essayez de regarder et de vous dire, est-ce que, en gros, si c'est là que vous êtes en train de vous faire déclencher les stops, est-ce que ça vaut pas le coup de supprimer par exemple 50% de la position et doubler le stop pour pouvoir supporter le fait que le marché puisse aller jusqu'à la borne de volatilité. Voilà, ça c'est des choix que vous faites encore une fois, ou alors carrément vous acceptez de prendre la perte et vous rentrez sur la borne de volat. Mais prenez en compte cet aspect volatilité. Si on est en train de se faire dérouiller les stops ici, comme pour moi c'était le cas, si j'avais utilisé ces outils, très sincèrement je pense que j'aurais été plus efficace dans la gestion du risque. Tout simplement parce que je me serais dit, ok, c'est bon, le marché fait n'importe quoi, je me suis fait péter un stop, ça arrive, le marché n'est pas toujours rationnel, et là le marché cherche plutôt de la volatilité, et c'est surtout qu'en me faisant dérouiller les stops par là, je crois que c'était par là les premiers stops, ou là dans la phase d'accélérante, c'est probablement ça, je me serais dit, ok, il n'y a pas de souci, dans ce cas-là, je sens que le marché est complètement débilos, qui veut y aller en ligne droite, donc je vais chercher une UT sur laquelle la Bollinger est en train de se refermer. J'aurais dit, oh putain, la Bollinger Daily, elle est encore le double plus bas, je ne vais pas m'amuser à rechercher des achats dans ce truc-là. Chose que j'ai faite à l'époque, j'ai recherché des achats ici, dans une stratégie de range, parce que quand je ne sais pas, j'applique toujours la stratégie de range. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Il y avait 76% Fibo, donc j'ai recherché des achats, alors qu'en réalité, ici, le marché était déjà tellement irrationnel qu'il y avait de fortes chances qu'il continue jusqu'à chercher la Bollinger. Donc voilà, ça c'est les moments où vous utiliserez les Bollinger. Quand entre guillemets, vous la stratégie, vous la maîtrisez, la gestion du risque, vous la comprenez, quand vous ne comprenez pas, c'est très probablement que le marché va chercher de l'écart type. Donc quand vous êtes mis en échec, pensez à regarder l'écart type. Si l'écart type ne vous propose pas de solution, il y a toujours un time frame sur lequel les Bollinger vont se fermer. C'est obligatoire. Vous cherchez ce time frame là et vous essayez de vous positionner contre le flux à ce moment-là. Mais pas avant. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas sur un écart type élevé sur des Bollinger en fermeture, vous laissez l'irrationalité s'exprimer. Ok? C'est vraiment important. Alors moi évidemment c'est une leçon que je prends. Alors comme je vous dis, j'ai rarement été confronté à des stupidités comme Wall Street dernièrement également, et toutes les distorsions qu'ils ont foutues partout sur tous les marchés. Mais je le saurai pour les années prochaines. Voilà. Donc ces stratégies, il faut être conscient qu'elles ont, j'aurais jamais imaginé de les utiliser en swing, mais bon, voilà, on a tellement foutu n'importe quoi sur le swing que on utilise ces stratégies-là sur du daily et de l'hebdo. Encore une fois, là, ce sont des bandes de Bollinger mensuelles. C'est-à-dire que sur le daily, c'est les BB mensuels que vous avez. Donc en gros, c'est de dire, on crée de la volate mensuelle sur des actifs. Et des actifs qui ont des conséquences énormes. Encore une fois, le WTI, c'est pas un petit joujou non plus. La moitié du monde tourne autour de son prix. Alors donc voilà, conscient du risque, ok, mais bon, c'est le monde dans lequel on vit pour l'instant. Apparemment, c'est la thématique de cette fin de cycle, la volatilité et l'irrationalité. Ok, mais donc là, c'est la leçon que moi j'ai prise. J'espère que vous l'avez prise aussi. Comme moi, je pense que vous êtes fait racler des stops à Wall Street, sur le WTI à l'époque, sur le gold aussi. Il y a eu des moments où c'était pas chouette, quand le gold se pétait la tronche il y a 2 années là.
Euh, Ah ouais, non, remarque, je crois pas que ça. Pro Indicators devait exister, mais on était au début. Je me rappelle moi de cette phase baissière sur le gold, hein, c'est pareil, hein, ça j'ai acheté et je me suis fait niquer. Enfin bon, bref, voilà, enfin, la classique. Le gold chutait extrêmement vite et extrêmement fort pour des raisons un peu douteuses. Là aussi, je m'étais bien fait arracher sur le gold. Pareil, hein, on voit bien le mouvement. Je crois que ça correspondait avec le mouvement WTI. Parce que là, théoriquement, hein, quand vous avez un truc comme ça, effectivement que l'achat ici, hop, pardon, on le recherche. Effectivement que là, il y avait un achat. Ou alors non, il était où le 76? Je vous dis des bêtises. Attends. Non, le 76% était là. Voilà. Mais là, vous aviez un 61 pour un range haussier. Effectivement, ça ici, il y avait des recherches acheteuses, il y avait des petits signaux, bon, c'est des petits TP. Mais effectivement, cette zone-là, il y avait un bon soutien. Bon, on voit bien la réaction derrière, hein, il n'y avait pas de commentaires à faire là-dessus. Là aussi, ça m'a bien cassé les couilles. J'ai pas compris pourquoi on n'y est pas allé ici, hein, mais bon, c'est comme ça. Les voies de Wall Street sont impénétrables. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre à bouffer aujourd'hui? En fait, je réfléchis, j'essaie de trouver en arrière-plan un autre exemple où la volatilité aurait pu être utilisée. Parce que WTI et Gold, clairement, c'était des exemples parfaits. Hein, et vous voyez, du coup, effectivement, même chose ici. Hein, l'irrationalité se met en place sur cette zone-là. Au lieu de proposer des gestions du risque, le marché continue d'arracher. Hein, vous voyez bien que ce n'est pas un pricing normal, ça. Un pricing normal, c'est on vient ici, on racle les stops et on donne une porte de sortie aux vendeurs. Pour ceux qui, par exemple, avaient vendu là, on leur propose les overlaps. Vous voyez, là, on n'overlappe plus rien du tout. On enfile et c'est de dire, une fois qu'on a lancé la machine, on y va. Hein, c'était la machine du dollar à cette époque-là. Hein. Mais c'est le principe. Et on fait quoi? Paf, on vient choper des écarts types. Voilà. Donc ça, c'est typiquement ce genre d'exemple où là, l'analyse technique en canal de tendance est mise à mal parce que ça ne respecte pas les logiques de pricing habituelles dont j'essaie de tirer parti avec les canaux de tendance. Et évidemment, quand ça ne respecte pas, là, vous vous faites stopper. Alors évidemment, ça fait partie du jeu, mais comme vous êtes plus expérimenté, avoir tort, ça ne veut pas forcément dire que la stratégie est mauvaise. Ça veut juste dire qu'ici, le marché ne respecte pas vos règles. Et ça arrivera, et ça arrive toujours. Et dans ce cas-là, il faut toujours donner une borne, un cadre dans lequel vous évoluez. Vous savez que le marché peut être irrationnel, trouvez un time frame sur lequel vous pouvez le borner. Ici, typiquement, c'est l'exemple. Hein. Le gold, vous êtes en train de vous faire péter la gueule ici à plus court terme, hein, parce que vous êtes en train de trader en horaire ou en 4 heures, vous faites péter la gueule, et vous cherchez. Voilà, ici la bande de Bollinger 4 heures, hein, celle que vous voyez là et là, elle est complètement en train de s'orienter. Vous cherchez la bande de Bollinger qui se ferme. Et là, vous auriez vu le daily et vous seriez dit, oh putain, d'accord, la bande de Bollinger, elle est là, moi je suis en train de me faire dérouiller là. Ok, je lâche l'affaire et j'essaierai de retrader dans cette zone-là. Ok? C'est vraiment la réflexion, la bonne réflexion à avoir quand vous voyez que vous êtes loin d'une zone d'écart type et que le marché va peut-être essayer d'aller la chercher. Dans ce cas-là, vous capitulez, vous laissez tomber et vous reprenez les trades sur les écarts types. C'est une règle, encore une fois, que je vais appliquer moi à partir de maintenant. Je vous dis, j'apprends toujours moi. Hein. Alors, j'apprends de moins en moins, mais là, je viens de formaliser cette nouvelle règle où tout simplement, je resterai agressif comme je le suis. Vous me connaissez, quand j'ai un scénario dans la tronche, je change pas, je fais pas la girouette. Je suis même prêt à continuer 2-3 fois dans le même sens, tant que je peux trouver des timings pour le faire. Maintenant, je ferai plus ça quand je vois que la bande de Bollinger qui ferme l'écart type se trouve très loin. C'est-à-dire qu'ici, je laisserai tomber les scénarios agressifs. Très sincèrement, je laisserai pisser, et vous voyez que là, il faut laisser pisser 2 mois et attendre l'écart type. Et quand on est sur l'écart type, c'est là qu'on bourrine, c'est là qu'on fait l'agressif. Autrement dit, c'est là qu'on fait la tête de mule et que tout le monde va vous dire mais attends, non, c'est bêtière, et c'est là que moi je bourrine. Voilà. Ok, donc ça, ce sera les choses, et c'est de dire voilà, squeeze sur les écarts types fermés, c'est bonheur ça. Voilà. Surtout qu'ici, on était déjà bien divergents, il y avait tout ce qu'il fallait. Là, franchement, c'était le moment pour y aller. Mais voilà, arriver, je pense, pour vous et moi, arriver à trouver et détecter ces moments où l'irrationalité casse les sentiments tendanciels ou les sentiments de range et va chercher de l'écart type et de la volatilité pure. C'est-à-dire que là, c'est pas rationnel, c'est juste créer de la volate. Voilà. Ok, c'est voir jusqu'où on peut aller à faire les cons. Évidemment, derrière, ça se paye. Hein. On voit bien que ça, entre guillemets, c'était un gros piège à cons. Et derrière, bam, on lance l'or. Tout ça parce que ici, on pouvait y aller. Il y avait tout ce qu'il fallait. On avait les accumulations. Tout le monde était chaud ici sur le gold. Moi, le premier. Et franchement, c'était open bar. Il y avait tout ce qu'il fallait pour y aller. Et du coup, non, on va d'abord vous niquer la gueule. Et évidemment, on ira après. Hein. L'objectif a été réalisé. Quand on était là, je visais ces mêmes objectifs de 1560 et compagnie. Hein. Ça, c'est juste, entre guillemets, je te nique ta gueule d'abord, et après, t'auras raison.
Le marché fait souvent ça, hein. Alors ça fait pas souvent, mais quand il y a un consensus trop strict dans un sens, même si effectivement il va falloir y aller quand même, on va brouiller les cartes. Voilà. Et généralement, quand on veut brouiller les cartes, on crée de la volatilité stupide. Et je pense que combiner vos lectures techniques canaux plus volatilité dans ces contextes-là, ça vous rend extrêmement plus profitable. En tout cas, moi, clairement, j'appliquerai ces règles-là à partir de maintenant. Qu'est-ce que je peux vous donner de... Oh, AUDNZD. Eh ben, il lâche rien, le petit. Dis donc, c'est beau, ça. Donc, ça continue, hein, la UDNZD. On voit bien que donc, le breakout est propre. On voit bien la zone de faible volume qui est breakée. Elle n'est pas reprise. Les boules sont en contact. Prochaine zone, 1,09 et compagnie. Hein. Donc, normalement, il n'y a pas de raison qu'on ne sorte pas du canal. Tout simplement, on va aller s'installer. Ici aussi, je pense, pour aller chercher de la volatilité. Voilà. Donc très probablement, là, la zone ici, ayant été débordée sans gestion du risque, rappelez-vous, moi, ce que j'ai fait ici, j'ai pris des petits profits, parce que ce que je voulais faire ici, ce que je voulais faire ici, c'était une petite gestion du risque avant le breakout, d'accord, pour réaliser un beau breakout derrière. Bon, autrement dit ici, on y va en mode tête brûlée. C'est pas grave, hein. Encore une fois, moi ça me gêne pas. Je reste à l'achat. J'ai pris des petits profits ici, hein, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai suffisamment d'infos là pour renforcer? Non, on est déjà suracheté et compagnie, donc je laisse le marché pousser jusque-là. Et évidemment, comme là on a fait les glands, vous savez quelle est la contrepartie derrière. Les Bollinger ici fermés, quoi qu'il arrive, ici on va devoir retracer ou rester à plat, mais en tout cas ici il va y avoir des effets plutôt baissiers. Moi, je pense qu'on viendra revisiter cet overlap quoi qu'il arrive. Donc, c'est plutôt par là que je vais rechercher mes achats. Donc, si on va d'abord taper les cartes types en ligne droite, il va y avoir des pullbacks significatifs derrière. Donc, je referai de toute façon une prise de profit ici. Et c'est tout. Et après, c'est là où je vais essayer donc de charger. Réinvestir ce que j'ai sorti là, quasiment au même prix, plus ce que j'aurais sorti là-haut. Avec évidemment du levier en plus. Ici, je chercherai des trades spéculatifs. Voilà. L'objectif est, comme je veux choper une tendance, d'accord, je vais essayer évidemment ici de choper les accumulations en daily ou en 4 heures qu'on pourra avoir dans ce schéma-là. Ok, pour l'instant, on n'a rien de tout ça, donc un peu de patience. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire pour l'instant en tant qu'expérimenté? Oui, ça. Alors, ça c'est pas à faire, mais c'est à surveiller. Donc, je vous ai dit, tout le monde pense que du coup, sommet historique, Wall Street, c'est open bar. C'était open bar si on avait baissé avec la Fed. C'est-à-dire que si la Fed ici, elle nous avait réellement rejeté les taux, alors c'est pas les taux, ça c'est la courbe de taux, mais si elle nous avait réellement rejeté la courbe de taux en territoire encore plus négatif, là oui, clairement, on aurait pu se dire, bon, sommet historique à Wall Street, il n'y a pas de souci. Là, ça bouge pas. Et c'est pas très bon signe, parce que là, vu le dernier mouvement, si le prochain c'est ça, rappelez-vous ce qui se passe. Je l'ai dit, dès qu'on repasse la courbe de taux, très court terme versus 10 ans, 3 mois, 10 ans, quoi, dès qu'elle repasse en positif, celle-là, après être resté 3-4 mois, enfin tout l'été en territoire négatif, ça repasse en positif, c'est la mort pour les actions. Parce que ça, combiné à un dollar baissier, ça veut dire récession à venir. Ça veut tout simplement dire que la structure de gestion du risque passe baissière. Et que tout simplement les opérateurs prennent plus de risques. Qu'est-ce que vous voyez en même temps? Là, on fait de la macro, mais de la macro poussée. Hein. Comme d'hab, normalement, vous connaissez une bonne partie de ces notions-là, donc je ne vais pas dans le détail comme je pourrais le faire pour les débutants. Qu'est-ce que vous voyez? Les Apple, ça ne suit pas. Microsoft, ils essayent d'eux, mais ils sont toujours sur les supports. Facebook, ça ne suit pas. Boeing, ça ne suit pas. Donc en gros, toutes ces valeurs-là, elles ne sont pas sur le sommet historique. Hein. Elles sont très mal orientées. Donc là, entre guillemets, qu'est-ce que vous ressentez de ces trucs-là? Par contre, vous avez des valeurs comme General Electric et tout ça qui sont en train de pousser. Elles vont chercher des résistances. Donc, recherche de value stock et ça traîne la patte sur les growth stocks, alors que tout le monde est en train de s'euphoriser, que les mecs achètent un bon paquet d'ETF comme d'hab, que la courbe de taux pourrait se réinverser et que le dollar commence timidement à amorcer une tendance baissière qui pourrait durer plusieurs trimestres. Comment vous voulez vous dire à la place d'un gérant, d'un mec intelligent, de la smart money, qui connaît les marchés, qui connaît la gestion du risque, qui voit tous ces facteurs de risque clairement évidents et qui se dit, lui, il ne peut pas anticiper. Encore une fois, il joue avec des millions et des milliards. Donc le principe, c'est que lui, il va anticiper sur une partie du capital et il se prépare éventuellement à exécuter le reste avant les autres. Je vous rappelle encore une fois que c'est une compétition. Tout le monde joue ensemble quand tout va bien, mais quand tout commence à aller un peu moins bien, il faut passer avant les autres. C'est le moment où là, on n'est plus potes. On commence à regarder le voisin, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il commence à vendre? Parce que s'il commence à vendre, il faut peut-être que je commence à vendre. Voilà, je vous dis, ça, c'est le marché repo qui a pété l'autre jour. C'est ça que ça veut dire.
d'autres éléments, le rollover et compagnie, mais je vous avais toujours dit, le jour où le repo part en couille, c'est que c'est très mauvais signe. Alors là, la Fed, du coup, a vu le truc, essaie de masquer un peu le délire. Bon, il n'y a peut-être pas que l'effet panique et peur qui se met en place. Par contre, quand vous voyez le mouvement qui peut se mettre en place très vite sur le repo, vous comprenez très sincèrement que le moteur qui est en surchauffe complète commence sérieusement à manquer d'huile. Alors la Fed, elle dit c'est pas grave, moi je vais y aller à coups de grand bidon. Par contre, est-ce qu'on va faire ralentir la bagnole? Non, non, non. Je l'ai dit, la bagnole, elle ira jusqu'à l'explosion. Donc, de toute façon, ça ne se passera jamais comme prévu. C'est ça le problème. Il y a un jour où ça va couiner, comme un peu l'autre jour sur le repo. Et il y a un jour où il y a un truc qui va couiner et qu'on n'arrivera pas à résoudre. Et je ne sais pas ce que c'est. Je vous ai donné des pôles de risque à surveiller, le VIX, le repo, l'inversion des courbes de taux, des trucs comme ça. Voilà, tout est passé dans le rouge. C'est-à-dire que tous ces marqueurs ont montré du risque à un moment donné. Le VIX est parti hors de contrôle début 2018. La courbe de taux s'est inversée malgré qu'on nous ait dit mais non, mais l'inversion de la courbe de taux c'est rien du tout, c'est normal, c'est même un élément haussier. Non mais ils sont quand même allés loin pour nous foutre de notre gueule. Derrière, on a quand même eu le repo qui est parti en couille là il y a quelques jours. Alors bon, ça a été de court terme, donc c'est qu'une alerte pour l'instant, on ne peut pas surinterpréter ça, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même anormal au plus haut niveau, hein. Ça traduit quelque chose. Si tout était normal, ça ne se serait pas passé. Et même chose pour les junks, hein, le gros choc là en fin d'année, les junks se sont pris la tatane et on se demande si on ne va pas y retourner. Voilà. Donc, même chose sur les junks. Voilà, ça, dans un marché qui n'est pas tendu, ça ne se produit pas. Donc là, grosse tension sur les junks, effondrement, et puis save the dip, hein, le grand classique, c'est de dire non, non, on veut éviter la catastrophe quoi qu'il arrive. Mais je vous dis, il y a un jour, ça ne va pas s'éviter. Et tous ces facteurs-là vont imploser en même temps. Hein. C'est-à-dire que derrière, c'est implosion sur le crédit corporate junk, c'est implosion sur le merde. Probablement donc baisse des valorisations en dollars, parce que le dollar va se faire dévaluer direct hein, quand c'est comme ça. Enfin dévaluer. En tout cas, on va dire oh, putain, on manque de dollars, donc vite, il faut sortir de l'argent très très vite. Sauf que à ce moment-là, dans un marché baissier, ça produira l'effet inverse de ce que ça produit dans un marché haussier. Dans un marché en tendance haussière, le quantitative easing, en tout cas. L'augmentation de la masse monétaire en dollars, tout simplement, ça fait monter les valorisations. Mais dans un marché baissier, ça traduit la crainte, ça traduit des problèmes, ça traduit des destructions de valeur. Donc c'est de dire, en gros, si on sort du QE dans un marché baissier, si tout le monde pense que ça fait monter le marché, moi je vous parie ce que vous voulez, que ça fait baisser encore plus le marché. Par contre, il faut être en marché baissier. Pour l'instant, on n'y est pas. On est en marché neutre. Le marché espère ne pas passer en marché baissier, mais si on switch, il n'y a pas de retour. Et ce n'est pas les banques centrales qui vont sauver quoi que ce soit. Ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Donc, est-ce qu'on sait que ça va baisser? Oui, on ne sait juste pas quand. Voilà, donc toujours pareil, nous on fait très attention, on voit tous ces marqueurs de risque qui ont tous réagi, ça veut donc dire une chose, déjà d'une, j'ai pas halluciné, tout le monde voit bien les risques, surtout la smart money, elle fait tout pour essayer de rendre ça, entre guillemets, supportable dans les bilans, mais on sait très bien que le jour où ça queen, il faudra le faire, c'est-à-dire vendre les actions massivement et en tout cas réduire l'exposition au portefeuille en actions. C'est tout simplement, ils n'achètent plus les valeurs de croissance, sinon elles seraient déjà sur les sommets. Donc quand vous vous dites les mecs n'achètent plus les valeurs de croissance, ils commencent à se positionner sur des value stocks. C'est que les gars ils commencent déjà à initier la rotation sectorielle et ils se disent bon dès que ça commence à vendre, je vendrai une nouvelle tranche de gros stocks et puis je ne ferai plus rien. Voilà, c'est de dire ils ont probablement déjà pris une bonne partie des profits. La dernière chose qu'il leur reste à faire, c'est vendre une nouvelle tranche d'actions de croissance. Et quand ils font ça, qu'est-ce qui se passe? Facebook, Tesla, Apple, Microsoft, tout ça, ça s'effondre. Ça prend 30-40%. C'est eux qui achetaient à moyen terme. S'ils sont en train de vendre et qui décident de vendre un bon gros coup, quoi. En gros, de dire c'est bon, là on part en marché baissier, donc les gros stocks, il faut les lourder avant que ça tombe fort, quoi. Comme je vous dis, il faut passer avant le voisin. Et ils vont devoir tous faire la même chose, puisqu'ils détiennent tous les mêmes merdes. Donc il faut bien comprendre qu'il faut bien les vendre à un moment donné. Et il faut les vendre avant qu'il n'y ait plus d'acheteurs. Donc, voilà. Les acheteurs, pour l'instant, on sait qui c'est. On sait très bien que nos acheteurs, c'est toujours les mêmes. D'ailleurs, je vous l'ai mis, donc je ne sais pas si vous voulez regarder le truc sur BlackRock. Voilà, c'est BlackRock, c'est Vanguard, ça vend de l'ETF à plus en pouvoir. À qui veut bien les acheter? Et vous n'avez qu'à regarder l'émission, il vous explique très bien ce que... voilà, j'ai trouvé ça très marrant parce que, vous voyez, souvent, je vous dis de faire attention à ce que vous pouvez recevoir comme information, que ce soit de ma part ou de la part de n'importe qui, hein, qu'on soit bien d'accord. Le problème, c'est que si vous n'avez qu'une seule source d'information, vous pouvez très rapidement être manipulé.
Donc quand moi je vous dis des trucs comme ça, par exemple, il y a une énorme bulle sur les ETF, il y a des trucs comme ça, quand je vous dis que on est en fin de cycle et que du coup c'est toujours les mêmes requins qui sont en train de vendre des produits de merde à toujours les mêmes cons qui vont les acheter, c'est moi qui vous le dis. Donc je peux très bien me planter, je peux très bien avoir un biais, vous pouvez pas penser que par rapport à moi. Là, c'est Arte qui a fait un reportage là-dessus et qu'est-ce qu'il vous montre? La même chose. Exactement les mêmes pratiques, toujours les mêmes, des mecs prêts à tout, avec des politiques d'entreprise extrêmement dangereuses, qui n'ont qu'un seul but, faire du profit, en sachant pertinemment qu'il y a des risques, mais ils s'en foutent. Voilà, BlackRock, c'est quoi leur business model aujourd'hui? C'est de dire, on a trouvé un nouveau véhicule d'investissement, l'investissement parfait pour les particuliers, du coup on peut leur vendre, c'est super, c'est génial, comment est-ce qu'on gère le risque derrière? Non, non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque, on fait tourner une IA. Alors on lui bourre le mou d'informations, et entre guillemets, on a créé l'investissement du futur, l'investissement sans risque. Mais putain, arrêtez de nous prendre pour des cons, vous nous avez fait la même en 2008. Donc c'est de dire, les gestions du risque qui produisent du risque, mais on est capable de le gérer, vous inquiétez pas, on a une IA super performante, mais elle va forcément se planter à un moment donné, l'IA. Et de toute façon, on a accumulé trop d'argent dans un endroit, trop d'argent, trop de pouvoir, trop de spéculation, égal, ça va péter, mais on ne sait pas quand. Est-ce que BlackRock risque de finir en faillite? Il y a de fortes chances, oui. Et je vous dis, si BlackRock finit en faillite, c'est oh bordel, les gens ils vont être pauvres. Et surtout les Amerlocs qui se seront blindés d'ETF chez eux. Hein. Encore une fois, l'ETF est un produit synthétique assuré à la liquidité de celui qui produit la chose. C'est-à-dire que derrière, si BlackRock et Vanguard, ils peuvent pas arriver à vendre toutes les actions qu'ils ont achetées pour vous parce qu'ils agglomèrent, entre guillemets, vous achetez un ETF, vous n'achetez pas les actions. Eh bien d'accord. Vous en possédez la valeur relative, c'est-à-dire que l'ETF est un produit synthétique qui suit ce par quoi il est composé. Mais si maintenant, voilà, eux ils sont chauds du slip, ils se disent le cycle économique est pas du tout fini, on va rester à l'achat. Tout le monde veut acheter des grosses valeurs là du Apple et compagnie. Bon ben on est bien obligé de les acheter parce que encore une fois, si ça monte, il faut pouvoir payer le client. Donc ils achètent à mort ces valeurs-là. C'est bien, c'est génial. Maintenant, si elles perdent 40-50% ces valeurs, ben, il faut se poser la question du levier qui a été engagé par BlackRock sur ces positions-là. Il suffit qu'ils aient mis un petit peu de levier ou il suffit que tous les clients demandent de l'argent en même temps. S'ils n'ont pas gardé suffisamment de fonds propres, et ils vous le disent clairement, et c'est l'élément clé de ce truc-là, BlackRock ne fait pas partie des banques d'investissement régulées. Donc, il n'y a pas de crash test dessus, il n'y a pas de test de liquidité, voilà, c'est un truc de ouf. C'est absolument pas surveillé alors que c'est le plus gros fonds d'investissement au monde. On sait en plus que quand on a comme ça une entité qui monte très vite, un peu à la Lehman, ça crée des schémas paraboliques, ça crée des politiques d'entreprise extrêmement prédatrices, et bah, comme par hasard, ça finit toujours mal. Mais ici, tout le monde est en train de se dire que les coups de l'ETF, ça va bien finir. Non, ça va pas bien finir, les gars. Et j'espère que vous n'avez aucun ETF dans vos investissements. Vous, normalement, vous avez commencé à comprendre que tous ces produits synthétiques, il faut surtout pas y mettre les doigts, que si ça se passe mal, ceux qui sont dedans risquent de perdre plus de 70% de leur valeur. En tout cas, entre 50 et 60% de leur valeur. Voilà. On va s'arrêter là-dessus. De toute façon, ça fait 37 minutes, donc on n'est pas trop mal. Donc je vous résume l'essentiel pour vous. Donc en lecture macro, faites très très attention à ce qui se passe toujours. Le sentiment est extrêmement haussier. Comme je dis, considérez ça comme le sentiment de marché. Hein. Les mecs sont gonflés à bloc, mais dès qu'il n'y aura plus d'argent et qu'on franchit un support, c'est terminé, c'est le crack. Et les ETF vont probablement être parmi les déclencheurs systémiques de franchissement de support, c'est-à-dire que si Wall Street se réoriente doucement à la baisse, ça va commencer à baisser sur ces valeurs, c'est-à-dire c'est celles-là qui vont être les plus sensibles, donc vous allez voir très rapidement les volumes d'ETF baisser, et le volume d'ETF qui baisse, dans un marché sans smart money qui achète, ça va très rapidement faire baisser le marché action derrière. Ok autrement dit, c'est un peu comme là, dès qu'ils vendent un peu, ça fait très très vite baisser le marché. Donc, là, faites très attention et on risque de chercher des écarts types, d'accord? Donc de la volatilité, de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bornez Wall Street. Donnez-vous tout de suite des zones. Utilisez vos Bollinger pour savoir, dans tous les cas, ici, où est-ce que vous faites vos gestions du risque. Ok? Alors, je l'ai dit souvent, et la plupart du temps, normalement, quand le marché, même en phase un petit peu volatile comme ça, les clusters vont être plus ou moins les mêmes entre Bollinger et ligne de tendance, mais pas forcément sur des time frames équivalents. C'est-à-dire que là, théoriquement, ce que vous retrouvez ici, c'est notre fameux canal hebdo. Donc en fait, vous voyez que les Bollinger Daily
c'est le support du canal hebdo. Donc en fait, vous voyez bien que de toute façon, il y a un gros cluster de décision ici. Et je pense, je vous le dis encore une fois, qu'on y va. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent, mais non, Phil, vends le sommet historique, enfin attends qu'on déborde le sommet, tu vendras plus tard. Hein. Non, je suis toujours dedans, et je vous dis, si ça commence à couiner un peu à Wall Street, j'hésiterai pas à remettre du pognon. Mais pour l'instant, obligé d'être en stand-by. Je ne peux pas remettre de l'argent sur le prix sur lequel j'ai déjà vendu. Voilà. Ce serait augmenter la prise de risque sur le même niveau de prix. On ne fait jamais ça. Voilà. Toujours, on se positionne sur 2 niveaux de prix différents. J'ai traité cette zone, là, on y revient, c'est pas normal. Maintenant, ça produira 2 effets. Soit ici, tout simplement, c'est la résistance, il n'y a pas de sommet historique, on a les signaux de range, on n'y arrive pas, et je revendrai les cassures baissières, je renforcerai en cas de cassure baissière, mais dans ce cas-là, sur des scénarios en horaire ou en 4 heures, ouais, là, si on commence à inverser le canal de tendance, faire un petit pullback ici avec un plus bas, ouais, toujours nos schémas habituels. Hein. Là, on est sur une potentielle pullback. Enfin, ça, c'est du pullback normalement. Ici, il y a des schémas tendanciels. Incompréhensible, hein, mais bon, voilà, on déborde des targets depuis ce moment-là. Ok, bon, c'est pas tout à fait normal. Ici, on pourrait avoir normalement la phase de divergence. Là, on serait en train de faire le pullback. Il nous resterait donc théoriquement, effectivement, à faire l'excès final. Mais pour moi, on est dans des ranges. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être haussier normalement. Ça ne devrait pas être un schéma haussier. Alors, ça l'est évidemment parce qu'on a eu des catalyseurs là et tout ça, tout ça. Mais en réalité, rappelez-vous une autre règle que je vous avais donnée. Quand vous ne savez pas, vous comptez les sommets. Voilà. Vous dites, un range, c'est toujours des paires. Une tendance, c'est toujours un paire. Si on est bien dans un mouvement tendanciel, ouais, il en reste une à faire, au moins. Une, voire 3, hein, mais en tout cas, il reste des sommets à faire. Si on est en range, on s'arrête là, terminé. Voilà. Donc moi, je vous dis, si Wall Street vient casser ça, revient chercher ici le canal de tendance à la vente, voilà, je n'hésiterai pas à dérouiller et je ne vais pas y aller doucement. Mais hormis ce contexte-là, je ne ferai rien. Ok ? Donc pour l'instant, malheureusement, c'est attentiste. Les probabilités restent clairement haussières parce que le sentiment global de marché pour l'instant est haussier, les moyennes sont haussières. Donc théoriquement, même s'il n'y a pas de tendance, les gens préfèrent suivre toutes les tendances haussières. Voilà. C'est-à-dire dès que ça monte un peu, les gens préfèrent se dire, bon, c'est plus facile de suivre un mouvement haussier que de suivre un mouvement baissier. Ok ? Tout simplement parce que c'est le nouveau paradigme qui a installé ce truc-là. Quand on ne sait pas trop quoi faire, on range, mais on est plus favorable à suivre la bêtise à la hausse qu'à la baisse. Voilà. Tout simplement parce qu'à la baisse, à chaque fois qu'on essaie de suivre la bêtise baissière, il y a toujours une banque centrale ou un Trump qui vient nous sauver. Donc il nous casse les couilles, donc il casse tous les timings vendeurs. Donc c'est beaucoup plus pénible d'être vendeur que d'être acheteur. Et pourtant, je vous dis, malheureusement, je connais ces schémas de marché. Plus c'est pénible, plus on va y aller dans le bon sens quand même. Donc, ça prendra du temps, mais je reste encore une fois plutôt en faveur des ventes à Wall Street parce que je les connais malheureusement. Ils jouent au gland et c'est quand on s'y attendra le moins que ça va y aller. C'est-à-dire que bah là, comme tout le monde pense que c'est haussier, c'est peut-être le coup. Au final, on va jamais y aller et derrière, ce sera le dernier. Voilà. Donc, respectez vos plans. Moi, pour ma part, soit vous avez vos stops au sommet historique et vous les déclenchez si on dépasse, point barre. Soit comme moi, vous vous dites, de toute façon, même si on doit déborder le sommet historique, il ne reste pas grand-chose à faire. C'est-à-dire, une vague 5, et dès qu'on est à 3050, il n'y a plus de jus et ça revend. Donc, moi, je vous l'ai dit, je veux qu'on tienne 2 clôtures daily en haut et je veux voir des accélérations. C'est-à-dire que si c'est juste un excès final qu'on a ici, je ne vais pas déclencher mes stops sur un excès final. Voilà. Par contre, il y a le risque que tout simplement on installe la bonne vieille tendance en crabe. C'est-à-dire qu'on arrive ici, et ça passe pas, et ça passe pas, et voilà. Et je vous dis, si on déborde le sommet historique, qu'on tient plusieurs clôtures, et qu'on réintègre pas le précédent sommet historique, je laisserai tomber. Okay ? Parce que dans ce cas-là, ils vont nous faire le bon vieux coup là, voilà, de l'accumulation là-haut. Et dans ce cas-là, je ne veux pas rester vendeur dans ce type de marché. Ok ? Donc pour l'instant je suis dedans, je le fais que pour une seule raison, parce que j'ai pris mes 25% de profit là-bas et que bon, je peux au moins utiliser cet argent pour prendre un peu de risque. Maintenant, si ça passe pas, ça passe pas. Hein, je n'essaierai pas d'insister plus que de raison. Et normalement, et je préférerais qu'on s'arrête là. Si on s'arrête là, dans ce cas-là, on aura eu 4 sommets, c'est-à-dire 4 impulsions haussières, c'est-à-dire que même si tout le monde pense que c'est boule, si ici on se remet à casser des supports, c'est bear. Et autrement dit, on aura fait quoi ? Un double top. Et le double top, ça nous ramène ici. Et ici, il y a plutôt intérêt à ce que ça tienne en hebdo. Sinon, c'est direction les zones ici. Et encore une fois, c'est con, hein, mais si on fait un double top, d'accord, et qu'on vient casser le support ici, comme par hasard, le report du double top, c'est quoi ? C'est la zone de target. Voilà. Donc, si on doit aller là,
Venir ici avant pour faire acheter tous les glands sous une résistance, c'est pas non plus la schéma la plus stupide. Si l'objectif par le market maker c'est d'aller ici, faire rentrer tous les cons là, bah, c'est probablement la meilleure des façons qu'ils auraient faites. Là, si tu veux vendre des actions aujourd'hui, là les mecs sont super chauds, ils sont en train d'acheter. Pourquoi? On ne sait pas trop. Ah, parce que la Fed va sortir le QE et compagnie. Ça génère des achats. Si votre objectif c'est de vendre, bah, effectivement, c'était peut-être pas le plus. Alors c'est très risqué évidemment, mais si le but est de vendre le plus haut possible et que on sait qu'on va finir là, putain, c'est bravo d'avoir réussi à nous amener ici, quoi. Et si ça échoue là, c'est vraiment le double top. Et ici, tout le monde verra la cassure baissière du double top. Tout le monde dira on vient ici et compagnie. Donc, voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas non plus inutile. C'est évidemment très dangereux parce que c'est un pari sur l'avenir et que, encore une fois, franchir ces zones-là, c'était quand même culotté de le faire avec le bon vieux coup du on va avoir un deal avec la Chine, les gars. Bon, franchement, au bout d'un moment, faut arrêter quand même, quoi. C'était tout comme on allait avoir un deal avec la Corée, rappelez-vous, hein, la Corée qui lançait des missiles et tout ça. Il n'y a eu aucun deal, il n'y a eu aucun calme. La Corée a continué de lancer des missiles après, mais comme c'est plus la thématique de marché, ça nous stresse plus. C'est la Chine, c'est la même chose. On se dit, bon, le problème va être enterré parce que ça va durer pendant longtemps. Donc, tous les catalyseurs positifs, on prend. Les catalyseurs négatifs, oh, c'est pas grave. De toute façon, on avait prévu que ça durait longtemps. Donc, encore une fois, quand vous prenez l'un et pas l'autre, c'est que vous accumulez l'autre dans une phase. Vous accumulez l'autre. Là, aujourd'hui, on accumule des risques et ils vont nous péter à la gueule tôt ou tard. Voilà. Donc on attend de savoir si les risques vont réussir à se régler. Il y a quand même une chance qu'il y ait un deal et tout ça. Et si évidemment, là, s'il y a vraiment un deal, les risques s'en vont très vite. Et je peux vous dire que là, la smart money va racheter très fort. Voilà. Moi, je pense que comme moi, il parie tout simplement qu'il n'y aura pas de deal et que le bénéfice du doute commence sérieusement à s'estomper. Et que du coup, au bout d'un moment, bah, on va juste tout simplement arrêter d'acheter. Et quand on arrête d'acheter, bah, ça m'étonnerait que la Fed arrive à supplanter les volumes vendeurs. Voilà. Allez, on s'arrête là. Donc, je résume, vous gardez votre AUD-NZD. Pour l'instant, on va probablement aller chercher les écarts types, donc restez dedans. Les profits partiels, il n'y a rien qui justifie de les réinvestir pour l'instant. Donc, on continue de suivre et de rider cette tendance. Si vous êtes chaud, vous pouvez la suivre dans les time frames de court terme. Gold, je me pose la question de savoir si je ne vais pas en reprendre, mais je pense qu'il faut être encore un peu patient. Gold et silver. Le WTI, je reste dedans à la vente. On va le passer vendeur d'ailleurs. Hop. Voilà. Eurodoll, GBP USD et USD Yen, hein, vraiment ça, faut les tenir de chez tenir. Le scénario de la semaine pour moi c'est DXY et surtout la semaine prochaine. Surveillez bien le pot VIX qui ne suit absolument rien pour l'instant et je pense que c'est lui le plus dangereux dans le schéma. Ok. Donc là pour l'instant ils essaient de nous racler, rappelez-vous comment ils font, hein, donc c'est de dire quand ils veulent installer un schéma haussier. Si on installe vraiment un schéma haussier, il nous reste encore pas mal de vagues. Donc c'est ce qu'on a dit. Si c'est haussier, Wall Street, il faut laisser tomber pendant encore quelques jours, quelques semaines. Si c'est pas haussier et que c'est un piège à gland, d'accord, c'est immédiatement contexte résistant. Et là, tout le monde va dire oh putain merde, qu'est-ce que c'est que ce trip, qu'est-ce qu'on a foutu. Et là, on est dans la merde. Parce que je vous dis ici, le problème, c'est que dans ce cas-là, tout ça, c'est anormal. C'est-à-dire que tout ça, ça n'aurait pas dû se produire. Rappelez-vous, normalement, c'est 2 vagues de baisse et un schéma haussier. Là, normalement, on est supposé construire des vagues à la hausse. Je vous rappelle qu'ici, on a cassé une résistance. Donc, voilà. Et en tenant des supports. Donc là, normalement, on a un schéma haussier sur la volatilité. Mais, qu'est-ce que c'est? Bah, il y a ça. Voilà. C'est-à-dire la dernière phase d'espoir. Si cette phase d'espoir est effacée, est-ce que vous pensez sincèrement qu'on va s'arrêter là? Entre guillemets, est-ce qu'il va y avoir des pullbacks? Bah non. Voilà. Là, c'est de dire excès égale excès ici aussi. Donc là, normalement, je pense que c'est immédiatement la zone des 30 la prochaine fois. Pas 27. 27, ça me paraît très peu probable. Donc le VIX, la prochaine expiration, elle est là. La question qu'il faut vous poser, c'est, à votre avis... Ah merde. Voilà. À votre avis, est-ce qu'avec une expiration VIX ici, on peut jouer des achats sur la volate? Bon, moi je vous donne la réponse immédiatement, évidemment que je reprends de la volate, que je vais reprendre de la volate. Pas tout de suite, parce que je vous dis, j'attends de savoir si Wall Street nous fait sa raclure de bidet là, c'est-à-dire nous rajouter ça, parce que dans ce cas-là, si vous achetez le début de l'expiration, bah, vous savez qu'ils vont nous tirer jusque là. Et ils nous tireront jusqu'à 12,5, 13. Hein. Voilà. Donc dans ce cas-là, il n'y a rien à faire sur ce trade. Donc il faut être très exigeant sur le prix, et on est dans un marché irrationnel. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise les bandes de Bollinger. Voilà. Et là, vous voyez bien le truc, c'est de dire, il y a deux options. Soit il nous pète les couilles et il nous racle comme ça à petit feu et on rejoint les deux Bollinger ici en fin de mois
sur l'expiration prochaine, et c'est là qu'il faudra trouver le short sur Wall Street et l'achat de volatilité. Ok. Option numéro 2, celle que moi je prône un peu plus. D'accord. La volatilité ici commence à se réduire, c'est-à-dire on commence à baisser, les bandes de Bollinger se referment et on vient choper un contact ici. Ok. Là, c'est de voir, est-ce que la volatilité ici va se refermer, oui ou non. Si elle se referme, normalement, on devra avoir un point de contact proche de ce qu'on a là. Typiquement, moi, je dirais cette ligne de tendance avec ici une Bollinger qui se ferme. Tant que ça ne se ferme pas, on reste sur des schémas où ils veulent arracher Wall Street au sommet, donc volatilité baissière, donc c'est stupide, ça n'a aucun sens, c'est tout ce que vous voulez. On laisse tomber et on attendra de choper la borne de volatilité daily qui se trouve donc plus bas. Pardon, en 4 heures du coup. Okay, et on attend ici le contact de la Bollinger qui se ferme en 4 heures. D'accord. C'est elle, dans ce cas-là, qui limitera la bêtise de Wall Street. C'est elle qui se ferme. D'accord. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si c'est accumulation pour aller pousser au sommet historique. Dans ce cas-là, on rentre dans un schéma irrationnel. Soit, tout simplement, ils vont se prendre une tatane et on va commencer à péter des supports et le VIX va se rediriger vers les résistances. OK. Donc, pour faire simple, moi, voilà ce que je fais. Je mets des alertes ici. Si on ne redéborde pas ça, ça ne m'intéresse pas. Avec des clôtures, hein. Bien d'accord, je veux qu'on vienne faire une petite clôture plus haute que les clôtures qu'on a faites sur le cycle précédent. Voilà. Ok. Et sinon, je vais mettre une alerte sur l'écart type baissier ici. Donc, c'est-à-dire que je vais me la mettre. Ça va créer un petit cluster là, un peu par là, on va dire. Voilà, je vais mettre une alerte. Comment je vais jouer ça, moi aussi? Donc VIX crossing down. Voilà. Comme ça, j'ai borné. Donc, si on a un VIX qui repart à la hausse, vous savez ce que je vais faire. Je vais me positionner sur cette expiration mensuelle pour essayer de jouer un gros contre-pied de tous les petits malins sur la volatilité. C'est très risqué, donc pas de grosse position. Si ça passe pas et qu'ils continuent et qu'ils arrachent le sommet historique, je laisse tomber sur cette expiration. J'essaie de choper la fin de l'expiration ou le début de l'expiration suivante, de préférence avec un contact sur la Bollinger en 4 heures, et je me positionnerai acheteur de volat sur le prochain mois, et donc vendeur à Wall Street, spéculatif évidemment sur le même timing. Ok. En attendant, on surveille bien ce que fait le dollar, on regarde le yen également qui arrive sur ses supports. Donc là, normalement, tendance haussière hein, sur le yen, on devrait tenir cette zone de support, mais attention, encore une fois, ils essaient de racler, donc normalement ici on ne devrait pas réussir à franchir ça, mais faites attention à ce qu'ils essaient pas de le faire quand même, juste pour marquer les esprits. Hein. Mais théoriquement ici on est bien sorti par le haut du triangle, alors on n'a pas réussi à déborder, mais pratiquement, donc normalement ici l'objectif c'est d'aller déborder le yen. Ok. Donc on surveille le dollar, on surveille fortement le yen, ce qui veut dire le gold mécaniquement en même temps, et on essaie de voir les timings sur la volatilité et comment tout ce petit merdier s'imbrique pour la gestion du risque sur les actions. Si la gestion du risque s'inverse réellement, c'est-à-dire gold qui repart, yen qui s'apprécie, dollar qui chute, et que vous voyez la courbe de taux qui repasse en positif, vous savez que Wall Street, on pourra mettre un stop loss au sommet historique, c'est-à-dire qu'on pourra renforcer considérablement les expositions en vue de dépréciation assez forte. Voilà, c'est pour ça pour la gestion de portefeuille et donc les différents leviers de gestion du risque. Ça, évidemment, j'espère que vous concevez tout ça. J'espère que vous aimez ces émissions parce que du coup, bah là, je peux rentrer beaucoup plus dans le détail sans avoir à m'emmerder, à me dire, bah là, je vais embrouiller plein de débutants ou des trucs comme ça. Donc, vous me direz en fonction du niveau de difficulté, est-ce que c'est too much ou pas. Mais là, voilà, j'y vais pas mollo avec vous, je vais direct. Je vous parle comme à des confrères professionnels. Voilà. Donc, vous me direz si c'est too much pour le niveau de difficulté. C'est possible, et dans ce cas-là, je réajusterai. Hein. Encore une fois, si vous allez trop devant, enfin, si vous prenez trop de risques ou que vous augmentez trop le niveau de difficulté par rapport à ce que vous pouvez supporter, bah, au lieu de progresser, en fait, vous n'avancez pas, voire vous régressez. Donc, dites-moi si c'est too much, pas too much, et je réajuste en fonction. Encore une fois, c'est fait pour vous. Moi, ces notions-là, je les connais, j'ai pas besoin. Alors, ça me fait réviser, oui, certes, mais c'est vous qui devez apprendre dans l'histoire plus que moi. Bye bye, et à la semaine prochaine.